Bienvenue dans l'entretien. Le courage et la probité payent-ils vraiment ? Eh bien, on peut en effet s'interroger en lisant le dernier livre de Stéphanie Gibaud, La traque des lanceurs d'alerte, paru chez Max Milo. Bonjour Stéphanie Gibaud. Je rappelle très rapidement que vous êtes une lanceuse d'alerte, que dans les années 2008-2010, vous avez lancé l'alerte par rapport à votre banque UBS sur évidemment des tentatives d'évasion fiscale. Aujourd'hui, vous êtes Stéphanie Gibaud. Il y a Manning, il y a Snowden, il y a Assange, il y a Deltour. Vous êtes tous dans un état un petit peu difficile. Absolument, c'est-à-dire qu'on nous a collé une étiquette en pensant qu'on était peut-être un autre type d'humain, mais nous sommes des citoyens et à ce titre, nous avons dit non ou nous n'avons pas voulu cautionner ce qu'on appelle des dysfonctionnements d'intérêt général, c'est-à-dire vous avez révélé des fraudes. Voilà, des fraudes, de la corruption. Ouais. Voilà, certains lanceurs d'alerte dans les laboratoires pharmaceutiques ont dénoncé des médicaments qui tuaient, ou qui tueraient plutôt, on met au conditionnel pour éviter des problèmes de justice, justement. Mais voilà, des médicaments qui tueraient au lieu de soigner. Ou des aliments, vous en parlez. Des aliments, voilà. Avec grandes sociétés d'agroalimentaire. Oui, Nestlé. Aujourd'hui, Stéphanie, vous êtes héroïne ou paria ? Alors, moi, personnellement, je ne peux absolument pas supporter le fait qu'on soit perçu comme des héros. Et tous ceux qui ont été interrogés et que je connais bien, et ceux qui ne sont pas dans le livre, parce qu'on ne pouvait pas non plus faire un catalogue de tous les lanceurs d'alerte de la planète, qui sont très nombreux, mais tous les hommes et toutes les femmes interrogés disent la même chose. Ils n'ont fait que leur devoir citoyen. Ils n'ont fait que ce que leur conscience leur dictait de faire. Mais sincèrement, quand on lit votre livre, quand on connaît votre histoire, parce que vous en souffrez encore aujourd'hui, on n'a pas envie de vous suivre. C'est bien la problématique des démocraties dans lesquelles nous vivons. Nous, en France, nous vivons dans le pays des droits de l'homme et nous pourrions penser que la liberté d'expression étant dans notre Constitution, nous en sortirions meilleurs ou dans un état un peu meilleur que dans les autres pays. C'est pour ça que j'ai essayé de voir autant d'hommes et de femmes ici en France, mais aussi en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse. Alors, c'est pas partie de l'Europe directement, mais elle est au centre de l'Europe. Et aussi à comparer avec tous ces cas américains, puisque dans la Constitution américaine, et ce statut de lanceur d'alerte existe. Et en fait, il y a des paroles, il y a des lois. Et puis dans les faits, qui est protégé ? Personne. Comment est-ce que les gens sont protégés ? Ils ne le sont pas. Donc c'est une constatation effectivement assez édifiante. Amère même, amère. Aujourd'hui, vous avez retrouvé du travail, Stéphanie Gibaud ? À titre personnel, je ne travaille plus depuis février 2012. C'est-à-dire qu'après avoir vécu, comme beaucoup de lanceurs d'alerte, au sein de mon entreprise, du harcèlement, de la placardisation, de l'isolement, un licenciement où j'étais ce qu'on appelle au bout du rouleau, complètement épuisée. Ce qui a été terrible pour moi a été, après ça, de voir que le monde du travail, alors que j'avais fait une carrière de 20 ans sans problème en France et à l'étranger, que le monde du travail est finalement solidaire de l'entreprise qui m'a licenciée parce que j'ai osé mettre de la lumière sur ce qu'elle cachait. Donc on ne voulait pas de vous, c'est ça ? Ah mais on ne veut toujours pas de moi. La preuve, c'est que tout le monde sait venir vers nous. Les associations, les journalistes, les radios, les télés, les citoyens. Mais pas les entreprises. Et pas les entreprises et pas les cabinets de recrutement. Ne serait-il pas temps de mettre l'éthique au centre de toutes les discussions ? Parce que on avait l'impression avec nos dossiers financiers que justement la finance, la banque, c'est un peu virtuel. On parle de sommes extraordinaires qui dépassent l'entendement des citoyens. Mais quand vous parlez de médicaments qui tuent, quand vous parlez du lait dans une multinationale qui a tué des bébés, ou des biscuits qui les étouffent, ça concerne monsieur et madame tout le monde. Ça concerne donc chaque citoyen. C'est pour ça que je suis un peu contre cet enfermement dans les différentes législations du lancement d'alerte, d'être lanceur d'alerte en entreprise. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous peut être lanceur d'alerte
puisque c'est juste un acte citoyen de dire la vérité. Allez, vous êtes optimiste. Il y a eu la loi Sapin 2 qui protège un peu le statut de lanceur d'alerte. Il y a l'Europe qui prépare un texte sur les lanceurs d'alerte. Vous êtes optimiste ? Non. Alors optimiste, c'est un bien grand mot parce que justement en faisant le tour de l'Europe, on a essayé, nous citoyens, de se faire entendre à Bruxelles et d'interpeller les eurodéputés, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi par mail et par communiqué de presse, pour dire auditionnez-nous. Au moins. Ouais. Qui d'autre que nous peut savoir ce que nous vivons ? Le parcours du combattant avec le monde de l'entreprise qui nous tourne le dos. On se retourne vers la justice en attendant réparation. Et la justice ne répare pas. Si elle donne raison, malheureusement, elle n'indemnise pas à hauteur des préjudices. On pourrait s'attendre que les hommes politiques élus par les citoyens, donc par le peuple... Vous tendez la main. Et en fait, c'est un silence assourdissant. Concrètement, vous avez été entendu par Bruxelles ou pas ? Non, Ils préparent un pas du texte. Pas du tout. Et ni moi, ni les lanceurs d'alerte. Ni même au Parlement, qui sont plus... Ah non, absolument pas. On les a interpellés et on sait que justement, ils sont tous très médiatisés pour dire qu'ils veulent nous protéger. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils vont protéger, on a l'impression qu'ils vont protéger quelque chose de complètement virtuel. Nous, on dit juste, on veut être réparé, on veut revenir dans le monde du travail parce que nous sommes non seulement compétents et professionnels, mais en plus, nous avons une éthique. Vous savez qu'on parle beaucoup des codes de déontologie dans les entreprises, de l'intégrité de tous les collaborateurs, quid de l'intégrité des dirigeants et des managements, et qu'en fait ça, c'est complètement déconnecté du monde dans lequel nous sommes. Donc c'est assez choquant, on doit le dire. Alors Stéphanie Gibaud, vous êtes tournée quand même vers la politique, vous avez soutenu le Debout la France. Est-ce qu'il y a un espoir quand même du côté de la politique ou pas ? Je pense très sérieusement que ce n'est pas une question d'idéologie politique. Ce n'est pas une question de parti politique. On l'a vu dans tous les partis, on l'a vu notamment en France, dans tous les partis, il y a des gens très bien. Dans tous les partis, il y a des gens qui ont des affaires. On l'a assez entendu pendant la campagne présidentielle de 2017. Donc, la politique sert à véhiculer des idées. Il faut aujourd'hui que l'éthique, que l'intégrité soient au cœur des débats politiques. C'est Mais il y a une oreille supplémentaire chez Debout la France ou... Écoutez, moi j'avais la chance de rencontrer Nicolas Dupont-Aignan à partir de 2013, puisqu'il travaillait, lui, au Parlement, à l'Assemblée nationale, sur les paradis fiscaux et notamment sur ce qui s'appelle le carrousel TVA. Oui, Carrousel TVA, c'est 20 milliards qui échappent au fisc français tous les ans. Par des Et autant à d'autres pays d'Europe. Ouais. Voilà. On s'est posé la question de savoir ce qu'il fallait faire. Vous voyez bien que c'est de la responsabilité de chacun, et notamment des hommes politiques, de défendre l'intégrité et l'éthique au nom de notre pays. Puisqu'en fait, quand vous parlez de toutes ces histoires en France, quelle image est-ce que ça donne de notre pays à l'étranger ? Quelle image ça donne déjà sur le territoire ? Mais enfin, quand justement je suis allée en Italie, en Allemagne et ailleurs, nous sommes, nous, sur la scène internationale, le pays des droits de l'homme. Mais la loi Sapin 2 est peut-être un peu précurseur sur l'ensemble de l'Europe, non ? Alors, il faut être positif. C'est ça qui est important, parce que c'est tellement noir, si vous voulez, que sinon on se dit il n'y a aucun espoir. Ouais. La loi Sapin, c'est quelque chose sur laquelle on va pouvoir construire. Puisqu'effectivement, en Italie, même à Monaco, là récemment, et en Espagne, se discutent des lois de protection des citoyens. Vous l'avez dit, comme nous sommes fondateurs de l'Europe, Bruxelles est en train de discuter, même si c'est un peu virtuellement et déconnecté de nous, une loi. En revanche, derrière, il va falloir construire, puisque chacun des lanceurs d'alerte cités dans ce livre, et tous ceux qui ne le sont pas, sont aujourd'hui en procès, donc des procès à venir. Et on dit à ces lanceurs d'alerte, mais vous ne rentrez pas dans le cadre de la loi Sapin, qui n'est pas rétroactive. Eh oui. Donc vous voyez qu'il y a des jeux, l'avenir... Oui. Et on nous dit rétroactif. Donc il y a vraiment un problème. Et en plus, ceux qui auraient pu rentrer dans ce cadre de la loi Sapin, on a au moins 2 exemples en France, qui sont Nicolas Grégoire, qui a dénoncé des problèmes de... entre guillemets, de corruption et voilà, dans un parti politique pendant la campagne présidentielle, a été licencié et bien sûr, il est ostracisé.
C'est quand même un sujet politique, là, pour le coup, vous voyez, et que la classe politique en entier aurait dû s'en emparer. Et puis, on a eu le cas d'un chauffeur sous-traitant de la société ArcelorMittal qui disait qu'il était obligé de déverser des produits toxiques dans la nature. Et si vous voulez, aujourd'hui, mais ce sont ces gens-là qui sont, une fois de plus, hors du cadre d'une loi cadre. Dernière question très importante. Votre livre est préfacé par Julian Assange. Il y a eu cette affaire des mails du Parti démocrate qui ont fuité pendant l'élection présidentielle américaine. Est-ce qu'il n'y a pas aussi certaines limites des lanceurs d'alerte et une certaine responsabilité ? Mais bien évidemment, mais la responsabilité doit être partagée par tous. L'information doit circuler. Vous êtes journaliste, vous savez mieux que quiconque que la liberté d'expression est importante. Sauf que cette information a été utilisée pour déstabiliser une candidature d'Hillary Clinton à la présidentielle américaine. C'est ce que Mme Clinton déclare. Merci beaucoup Stéphanie Gibaud. Je renvoie encore les téléspectateurs à votre livre, c'est le 2e. Il s'appelle « La traque des lanceurs d'alerte », préfacé par Julian Assange. Et c'est donc aux éditions Max Milo. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.